Salut tout le monde, bienvenue dans les Potins de Trail. Épisode, émission, podcast, peu importe comment on l'appelle, est toujours présenté par Ludo Collet, en association avec Isalco, dont le slogan est l'énergie créative, et diffusé sur Radio Mont-Blanc. Bonne écoute. Pour ce nouvel épisode de Potins de Trail, je suis super heureux, comme toujours. Mais vous le voyez, là, j'ai la banane jusqu'à là. Si vous vous rappelez, en 2017, je disais le plus rapide au monde, c'est Jim Walmsley. Le meilleur trailer au monde, c'est Kilian Jornet. Le meilleur ultra-trailer au monde, c'est François Den. Et là, on est avec François et je suis super heureux de pouvoir converser pour Potins de Trail avec toi, mon François. C'est gentil. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait un moment, on attaque la deuxième saison de ce Potins de Trail. Et c'est vrai que j'aurais aimé t'avoir dans la première saison puisque tu fais partie des personnes importantes pour moi et ceux qui m'ont aidé à grandir. J'ai grandi avec vous et c'était pas possible dans nos timings. Enfin voilà, c'est toujours compliqué. Mais on est en début de saison et enfin on peut être tous les deux ensemble. On a déjà eu la chance de vivre beaucoup de choses ensemble et j'en garde que des très 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 bons souvenirs. Et là on est fin juillet. Vraiment, fin juillet. On est à quelques semaines de l'UTMB et de ton grand retour. On est effectivement dernier jour de juillet. Voilà, donc là, c'est vrai que l'été s'avance bien, la saison s'avance bien. Et effectivement, il y a une petite échéance qui se profile d'ici quelques semaines. Ouais, une échéance que tu connais bien et je pense que tu feras partie peut-être des rares garçons et filles sur la ligne à pas se faire emporter par l'engouement, par mes paroles, par l'effervescence, parce que tu connais bien le lieu et tu as une sacrée expérience de tout ça. Après, il faut se laisser emporter quand même. C'est ça aussi la magie de cette course-là par rapport à d'autres courses. Et ça aussi, voilà, cette course-là, on l'a connue ensemble au tout début. Hein, ouais. Donc voilà, on voit comment elle a évolué. Je pense que voilà, ton amour pour la course, comme moi, il a toujours été le même si autour de cette course, maintenant, il y a une ferveur, il y a plein de choses, tout ça. Je pense que voilà, effectivement, on aime se laisser embarquer, on aime l'engouement, mais on sait aussi voilà, ce qu'elle représente pour nous, cette course, à la base et depuis le début. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même se laisser enivrer par les choses. Et puis par contre, il faut garder les pieds sur terre et puis voilà, voilà, rester soi-même et puis rester un petit peu concentré sur ses objectifs. Ouais, ce que tu sais très bien faire. Mais si on fait vraiment un grand écart, avant de reparler de l'UTMB, de tout ce qui va se passer, de ta fabuleuse carrière, à la base, le petit François, au tout départ, quand il avait l'âge de tes enfants, de tes 3 enfants, il faisait quoi ? Moi, j'étais quand même dehors. À cette époque-là de l'année, c'est vrai que j'aimais bien aller faire des balades en montagne déjà. Bon, le trail n'existait pas quand j'avais l'âge de mes enfants. Enfin, ça existait, mais c'était vraiment très, très confidentiel. Et non, voilà, l'été, j'aimais simplement jouer un petit peu à toutes les activités. Je faisais du vélo, j'allais à la plage quand on partait en vacances, j'allais en montagne. Ouais, je faisais des petits camps de centre aéré comme font mes enfants. Voilà, j'étais dans Beldon, j'étais dans la Chartreuse. Donc, non, voilà, oui, parce que t'es né à Lille, mais assez vite, tes parents, vous êtes venus vivre à Chambéry. Voilà, autour de Chambéry, juste de l'autre côté de la montagne, là au lac d'Aiguebelette, vers Novalaise. Ouais. Et moi, j'ai déménagé mes parents ont déménagé quand j'avais 3 ans. Donc oui, c'est sûr que j'ai des attaches encore dans le Nord, mais c'est vrai que tous mes souvenirs, on va dire, d'enfants, de jeux de montagne, de ski, tout ça, c'est vrai que c'est plus en Savoie. C'est plus en Savoie. Et donc, du coup, à quel moment tu prends une licence ou tu rentres dans un club ? Très vite, je suis rentré au club d'athlétisme de Novalaise. Mais assez vite, j'étais quand même attiré par le fait de faire des choses un petit peu longues. C'est vrai que je regardais toujours à quel âge j'aurais le droit de passer à la distance supérieure, qu'est-ce que je pourrais faire, comment je pourrais m'amuser. Et on avait un super groupe de copains au club d'athlé, d'abord à Novalaise, puis après avec l'entente de Chambéry. Et c'est vrai que voilà, j'étais entraîné par ça, j'adorais ça. Et voilà, pour faire assez vite, il y a un moment où en fait l'athlétisme c'était un petit peu trop peut-être cadré pour moi. Il y avait toujours un peu le même calendrier avec les crosses à tel moment de l'année, ensuite la piste avec le schéma classique entre les départementaux jusqu'au championnat de France, tout ça. Et c'est vrai que moi j'avais l'impression que ça me bloquait d'aller vers d'autres activités en montagne. Je me sentais restreint. C'est avec l'hiver, la période des crosses, c'est la période du ski pour moi. Et du coup,
ça me chagrinait un peu de ne pas pouvoir composer en fait avec ce qu'il y avait autour de moi, quoi. S'il fait beau et qu'il y a de la neige, j'ai pas envie d'aller faire une séance de cross, j'ai envie d'aller au ski. L'été, c'est pareil, s'il fait grand beau, que tous mes copains vont faire du vélo, j'ai pas envie d'aller faire une séance sur la piste pour préparer les championnats de France. Et j'avais besoin de m'échapper de ce carcan, quoi, en gros. Et puis après, notre groupe de copains, on a toujours resté très proches, mais chacun a fait ses études, tout ça. C'est vrai que je me suis dit, c'est peut-être aussi le moment, moi, pour m'exhiber, partir un peu, faire un peu exit vis-à-vis de tout ça. Et donc, j'ai un peu arrêté l'athlétisme et je me suis dit, je vais pratiquer la montagne tout simplement toute l'année. Donc, je me suis mis à l'alpinisme, ski alpinisme un peu plus intensément. Du coup, là, c'est quoi? On est quoi dans les années 2003? Ouais, à peu près. 2002, oui, c'est ça, 2003. À peu près, ouais. Vers 16-17 ans, après j'ai eu le permis, donc là, ça a encore accéléré, on va dire, les choses. Et puis le trail commençait aussi à ce moment-là, donc voilà, je me suis fait des petites courses de trail avec mon beau-frère, là, 2003, 2004, où on se faisait un peu disputer parce qu'on allait faire un sommet dans les Bauges ou une traversée, puis le lendemain il y avait les interclubs, on arrivait tout courbaturé. Mais moi c'était là où je me retrouvais, j'avais ce goût-là. Et puis j'ai découvert aussi que justement par rapport à des copains avec qui j'étais derrière sur les crosses, sur des choses plus courtes, dès que ça passait 4, 5 heures de promenade, 6, 7 heures, même des aventures comme ça, en fait moi je m'éclatais et j'aimais ça le long, quoi. Donc j'ai essayé de perdurer un petit peu là-dedans, de m'entraîner un peu plus vers ça, jusqu'à, on va dire, où j'avais déjà quand même certaines certitudes, mais jusqu'à presque un peu 2006 où je me suis presque un peu révélé, on va dire, quand j'ai osé prendre un dossard, un copain qui m'a forcé. Thomas allait faire le tour des glaciers, j'allais faire le tour des glaciers de la Vanoise. Et je me suis dit, on va essayer. Et c'est vrai qu'au bout de 50 km, j'ai l'impression comment il s'appelle? TGV? Ouais, le tour des glaciers de la Vanoise. C'était TGV, ça, ouais. TGV, ouais. Et du coup, c'est vrai qu'à partir de là, je me suis dit, en fait, c'est ça que j'aime, quoi. Finalement, le long, les autres, j'ai l'impression qu'ils s'ennuient, qu'ils s'embêtent au bout d'un moment ou que leur corps veut plus. Et moi, finalement, c'est là où j'aime ça, quoi. L'adaptation, l'aventure, jouer avec le truc. Si en plus on peut rajouter de la nuit, des choses comme ça. Et donc, c'est là où, à partir de 2006, j'ai dit, en fait, je crois que j'ai trouvé un petit peu ma voie, finalement, là, ce qu'ils appellent trail, ultra trail. Ouais. C'est ça qui m'amuse, finalement. C'est un peu ce que j'essaie de faire depuis 4-5 ans, mais j'avais pas de nom sur ça, il n'y avait pas vraiment de compétition. Enfin, je voyais pas trop le truc. Donc là, finalement, j'ai envie de me lancer là-dedans. Et puis c'est à partir de là aussi que la discipline a commencé à évoluer. C'était il y a un peu plus de 20 ans, quoi. Ouais, c'était une évidence pour toi. Ouais, je me suis retrouvé là-dedans. Je me suis dit, en fait, moi, ce que je voulais, c'était pratiquer la montagne toute l'année et y jouer, s'y entraîner. Et en fait, tout ça, finalement, c'était l'entraînement un peu idéal pour faire de l'ultra-trail. Donc je me suis dit, m'entraîner comme ça me permet d'être à peu près compétitif sur l'ultra-trail. Donc en fait, c'est le schéma de vie qui me plaît et qui fonctionne pour moi. Et donc allons-y, quoi. Ouais, et donc ça va assez vite, parce que tu dis TGV, assez vite tu gagnes la Gap en cime, et des courses qui étaient, à l'époque, qui le sont toujours, mais qui étaient vraiment populaires. Enfin, il y avait des courses quand même qu'il fallait gagner avant 2010. Il y avait moins de courses, ouais. Ouais, il y avait moins de courses, il y avait des courses qu'il fallait remporter. Voilà, c'est un peu ça. Et assez vite, tu les remportes. Ouais, après, j'ai quand même pris le temps, parce que du coup, de 2006 à 2009, j'ai fait mes études de kiné, où c'est vrai que j'avais moins le temps de préparer du long, de courir, tout ça, et je m'étais dit, j'aurai le temps plus tard, donc soyons un peu focus sur ça. Et du coup, j'ai quand même fait quelques courses, j'ai fait la CCC, notamment des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est à partir de 2009-2010 où j'ai dit, là, mes études sont terminées, je vais avoir le temps de voyager, de faire plus du long. Donc voilà, on s'est vu en 2009 notamment à la Diagonale, où je fais mon premier 100 miles. Ton premier 100 miles, c'est pour ça que j'allais, pour les auditeurs, ceux qui nous écoutent, il dit j'ai pris un petit peu mon temps. 2006, 2007 Gap en cime, 2009 il fait déjà pour moi une des courses ou la course, le 100 miles le plus dur de la planète, et il est tout jeune, il finit 5e, quoi. Donc pour moi, t'as pas pris trop de temps. Hein. Mais bon, quand même, je veux dire, en 2004, je faisais déjà j'ai gagné des courses comme le trail du niveau, les Revards. Et finalement, mon premier 100 miles, c'est en 2009. Aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est j'ai pas forcément pris mon temps, mais il y a beaucoup de gens qui découvrent le trail et 2-3 ans plus tard veulent tout de suite faire le tour du Mont Blanc. Et en fait, ça prend le temps, quoi, déjà. Et moi, je sais que c'est là que je te repère. Hein. C'est 2009 pour moi, mais bien sûr, on me dit, tu verras, il y a un jeune Français qui commence à briller, qui est plutôt grand, voire très grand. D'ailleurs, c'est dans mes rêves, j'ai un catalogue,
Et pour moi, c'est marqué dans mes références. C'est hashtag le géant. Le géant, c'est François Den, le grand. Et je me souviens qu'en 2009, déjà à l'époque, les gens disent ouais, lui, il est trop grand pour passer dans... Ça va être dur avec ses grands compas de passer dans les marches qui n'ont pas toutes les mêmes tailles. On a l'habitude, ils sont plus souvent petits, rapides, costauds, comme ça. Et puis non, tu nous démontres... Alors, je sais que ça n'a pas été la course la plus facile de ta vie non plus, mais tu prends une belle 5e place. Ouais, après, j'avais été beaucoup plus bête en course, quoi. Je me souviens, ma première CCC en 2006, là, du coup, avec Corinne Favre, où là, j'avais été encore un peu plus jeune dans ma tête, quoi. Je crois que j'étais passé avec 20 minutes d'avance en haut du Grand Col Ferré, et ensuite, elle m'avait doublé, je rampais à 4 pattes dans la montée de Champex. Donc là, j'avais été encore moins intelligent, mais finalement, c'est là où j'avais vu que, en fait, il y a des hauts, des bas, ça peut toujours revenir, et de toute façon, j'avais jamais voulu trop m'arrêter, donc c'est vrai que j'étais passé de la première place à la 20e, et puis revenu à la 5e ou à la 6e. Mais c'est vrai que là, 2009, j'avais quand même été un petit peu plus régulier. Et puis, on se connaissait quand même déjà pas mal avec les autres ultra-trailers. Ouais. Avec Julien, avec Antoine, il y avait Seb Chéniaud, il y avait Ludo. Et il y avait Eric qui était juste devant toi, la 4e place. Terminé 4e. Ouais. Et puis, mais je le connaissais moins, Eric, à l'époque. Ouais. C'est à partir de là, après, je le connaissais mieux. Mais c'est vrai que déjà, Antoine, Seb, Ludo, tout ça, ils m'avaient dit, mais là, je serais toi, je courrais pas, ou t'auras bien le temps de courir, reste un peu avec nous. Et des choses qui, en fait, maintenant, presque moi, je le dis un petit peu aux jeunes. C'est vrai que quand je te retrouve au départ d'un ultra-trail, tu vois un jeune qui gambade, qui saute de caillou en caillou, tu lui dis, bon, tu sauteras de caillou en caillou dans une quinzaine d'heures, mais pour l'instant, reste un peu tranquille, quoi. C'est pas la peine de faire le fanfaron dès le début. Ouais. Mais après, ça s'appelle l'expérience, quoi. Ouais, et puis au début, c'est vrai qu'on a un peu... On se rend pas compte de la longueur et de tous les étapes par lesquelles on va passer, et puis on est un peu excité comme une puce, quoi. Tu sais le nombre de courses que tu as déjà réalisées, comme ça? Non, je sais que j'essaye des grands objectifs, j'essaie de m'en fixer 2, 3 maximum par an, et puis 1 ou 2 courses de préparation, mais je pense que je fais... En moyenne, je mets 4 à 5 dossards grand maximum par an, et encore moins maintenant où je fais plus que des ultra-trails, donc tu vois, depuis 20 ans, ça commence à en faire... Ça en fait une petite centaine, je pense, j'en sais rien, mais ça en a fait quand même pas mal, quoi. Dans le monde entier. Ouais, alors au début, on voyageait même beaucoup plus que maintenant. Il y avait beaucoup moins de courses, mais par contre, elles étaient peut-être un petit peu plus espacées et c'était un peu à des moments clés. Donc oui, c'est sûr que j'ai eu la chance de découvrir l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Chine, l'Amérique du Sud, les États-Unis. Enfin, j'ai eu la chance de l'Afrique du Sud, la Réunion, voilà. Mais ouais, et tu restes. Et après, bon, je vois, après 2009, à quel moment tu rencontres Carline? Bien avant tout ça. Ouais. Carline, on s'est rencontrés au lycée, donc j'avais même pas 18 ans encore. Donc là aussi, c'était une évidence. On s'est rencontrés assez tôt. Ouais, après, on s'est rencontrés à l'athlétisme, mais c'est que tous les deux, puis sa famille aime beaucoup la montagne aussi, donc c'est quand nos premières vacances à deux, ça a été le GR20. Elle avait, moi, je venais d'avoir le permis, elle n'avait pas encore 18 ans, et c'était nos premières vacances plutôt que de partir. Là, c'est un scoop. Plutôt que de partir, je sais pas où. Elle n'était pas majeure. On est partis tous les deux faire le GR20, et c'est vrai que même quand on en parle aux enfants, ils disent mais vous n'aviez pas autre chose à faire que d'aller faire 14 jours de rando avec un sac de 20 kilos. Mais oui, non, c'est sûr que oui, ce qu'on voulait ensemble. Puis voilà, elle connaissait la montagne, elle sait pourquoi j'aime faire ça. Donc c'est que ça m'aide beaucoup. Ouais. Voilà, le GR20 dont tu as eu le record. C'est quelque chose qui aussi dans ta carrière, les FKT, tu reviens des États-Unis. Tu aimes ça aussi, aller chercher des records, des objectifs temps sur des parcours? Les objectifs temps, c'est un peu l'excuse, on va dire. D'accord. Ce que j'aime, en fait, c'est plutôt le projet en lui-même et puis la façon dont il est fait. Et ces FKT-là, pour moi, c'est un peu une sorte de chasse gardée où j'y vais avec mes amis, avec mon cercle, mon entourage très proche. C'est quelque chose que j'ouvre beaucoup moins, on va dire, aux médias, aux partenaires. Ou alors après coup, différemment, ou en choisissant la façon dont je le fais. Mais pour moi, ça a été un besoin après 2014, où du coup, j'ai fait une saison qui était fabuleuse, quoi. J'ai pu faire le Mont Fuji, ensuite j'ai fait le Tour du Mont Blanc, ensuite j'ai fait la Diagonale des Fous. Et je tiens à vous dire que c'est le seul encore à l'heure actuelle qui a réussi la passe des 3, Mont Fuji, UTMB, Grand Raid. C'est ce monsieur. Tout le monde nous disait que c'était impossible et il l'a fait. Et donc après cette année-là, je me suis dit c'était super. En plus, j'ai gagné les 3 courses et tout, mais du coup j'ai pas eu trop le temps de pratiquer la montagne et de voir mes copains. Je me suis dit si je continue comme ça, je vais m'essouffler. Puis déjà, qu'est-ce que je fais l'an prochain?
Et à partir de là, j'ai dit, en fait, c'est sûr que j'ai envie de continuer les compétitions, les ultra-trails, j'adore ça. Mais il faut que je me garde un petit moment de l'année un peu plus perso, qui est plus en accord avec ce que j'ai fait depuis 10 ans, le pourquoi j'ai arrêté l'athlétisme et tout ça. Et à partir de là, du coup, c'était évident. Et du coup, c'était tellement évident pour moi que quand j'en ai parlé avec les partenaires, avec Jean-Michel à l'époque, en fait, on s'est dit, oui, en fait, cette fenêtre-là, elle est hyper importante et c'est celle-ci qui te permettra de durer, c'est celle-ci qui te permettra de continuer d'être compétitif. Et donc, à partir de là, tous les ans, j'ai toujours essayé de maintenir un projet. Donc voilà, l'année d'après, on est parti en Équateur avec Alexis et Jean-Michel. Après, l'année d'après, il y a eu le GR20. Ensuite, j'ai été faire le John Muir aux États-Unis, le PCT. Enfin, voilà, tous les ans, j'ai gardé un projet off comme ça. Et voilà, cette année, du coup, là, je reviens des États-Unis où on a fait le projet Nolan, c'est avec la même bande de copains. Et l'an prochain, normalement, ça fera 10 ans qu'on a été en Corse et j'ai vraiment envie de remettre tous mes copains vraiment celles pour qu'ils m'accompagnent sur le GR20. Après, on verra bien, comme je disais, voilà, le record, le FKT, finalement, c'est une excuse. Si on met 3 heures de plus ou 10 heures de plus, finalement, c'est pas grave. Si on se retrouve avec la même bande de copains 10 ans après là-bas et qu'on est capable de refaire le GR20, c'est génial. Et puis, si jamais je suis encore compétitif pour faire le record, et pourquoi pas, ce sera la cerise sur le gâteau, quoi. Et quand on te connaît un petit peu, là, tu vois, tu parles de tes amis, y a un trait qui ressort beaucoup chez toi, c'est la fidélité. La fidélité du couple et de la famille, la fidélité des amis, la fidélité de tes partenaires, que ça soit Oversteam, Salomon. Enfin, tu vois, il y a toujours... T'es fidèle à tout le monde et t'es fidèle à tes valeurs. C'est quelque chose qui... voilà, je vous observe tous et puis j'aime vous avoir comme amis et je me suis dit, ça c'est une des valeurs que je trouve qui se perd le plus au monde, la fidélité, la longévité. Après ça change un peu aussi maintenant l'évolution. Mais quand même, toi tu essayes de garder quand même un socle. Après c'est vrai qu'à l'époque, je parle surtout vis-à-vis des partenaires, mais c'est vrai qu'à l'époque aussi... moi j'étais un petit peu réticent avec tout ce monde-là, ça me faisait peur, donc c'est vrai que j'ai toujours dit, moi il y a avec grand plaisir pour que vous m'accompagniez, pour qu'on puisse performer, qu'on collabore ensemble. Par contre moi je veux pouvoir rester moi-même, m'exprimer et être sincère avec vous. Et à partir du moment où du coup on accepte ça et que du coup qu'il y a un dialogue qui fonctionne, derrière ça marche, quoi. Et c'est vrai que du coup, voilà, j'ai refusé beaucoup de partenariats aussi parce que je voyais qu'on n'était pas vraiment en accord sur nos valeurs. Mais tu fais aussi partie des premiers avec Sébastien à t'être épaulé d'un agent à l'époque pour... c'est pas simple aussi de discuter avec ses partenaires. Ouais, puis surtout quand on est jeune, voilà, maintenant c'est clair que voilà, c'est David, moi, qui est venu vers moi d'ailleurs au début, et puis Jean-Michel aussi qui m'ont beaucoup aidé. C'est vrai que David et Jean-Michel, ils communiquaient beaucoup ensemble. Et on a bien travaillé. En fait, quand tu es jeune, et je le vois même vis-à-vis des médias, même vis-à-vis de plein de choses, au début, en fait, c'est pas facile de dire non en tant que personne, et même tu peux pas dire non en tant que toi, alors que des fois, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui puisse dire non pour toi, qui puisse justifier certaines choses. Et quand tu es jeune, que tu n'as pas l'expérience, t'arrives pas forcément à faire la part des choses, à te rendre compte de l'importance de telle chose ou telle chose, et du coup, ça te prend trop de temps, trop d'énergie. Et c'est vrai que moi, du coup, j'ai eu la chance d'être conseillé sur ça et ensuite de pouvoir le bon discours et les bonnes choses. Et je pense que ça a posé des bonnes bases aussi où du coup il y a eu plus de respect entre le sportif, l'humain, le partenaire, et qu'on s'est tous compris pour que les choses elles soient win-win pour tous. Mais c'est vrai qu'au début, sinon peut-être que t'acceptes trop, t'offres trop et derrière t'es obligé de faire machine arrière et du coup il y a des frustrations. Que là au moins ça a pu, je pense, bien cadrer les choses dès le début. Et voilà, après maintenant c'est sûr que maintenant j'ai grandi, moi aussi maintenant j'essaye de conseiller, d'aider les jeunes et les marques aussi, hein, mais c'est sûr que c'était il y a 20 ans, quoi. Ouais. Et t'aurais imaginé... Moi, j'étais content que David et Jean-Michel soient là dès le début pour moi, quoi. Il y a 20 ans, qu'une marque qui te fasse confiance et qu'on sorte des produits à ton nom, des gammes de vêtements, Non, puis même au début, je voulais pas, en fait. Ça me faisait peur, tout ça, parce que je me disais, mais en fait, si j'appartiens à tel team ou telle chose, on va m'obliger à faire telle chose, à dire telle chose, à porter tels habits, à faire telle course. Je dis, mais en fait, moi, non, j'ai voulu sortir de l'athlétisme pour plus qu'on m'oblige. Donc au début, j'ai dit non, je veux pas rentrer dans tel team. Voilà, ma première discussion avec Jean-Michel, ça a été c'est super sympa de me proposer ça. C'était après le Grand Raid en 2009, mais non, je crois pas, quoi. Je crois pas que ce soit fait pour moi. Ça me fait trop peur. J'ai pas envie de ça. Il m'a dit attends,
c'est la première fois qu'on me dit non, je veux pas rentrer dans le team, quoi. Donc pourquoi? Et puis à partir de là, en fait, on a discuté. Il a dit, mais en fait, c'est comme ça que j'ai envie qu'on fonctionne. Donc t'inquiète pas, voilà. Et du coup, on a avancé petit à petit. Et souvent, en fait, on se souvient de ça, de se dire, en fait, attends, à la base, c'était quoi le contrat initial? Ok, bon, du coup, on repart sur ça. Et après, du coup, la collaboration, elle est d'autant plus saine, quoi. Donc voilà, mais c'est sûr que oui, avec Caroline, souvent on se dit, waouh, il y a 20 ans, on se disait non, on ne voudrait pas faire ça, on ne voudrait pas faire ça, on ne voudrait pas faire ça. C'est sûr que les choses, elles ont bien changé aujourd'hui. Tu vois, les réseaux sociaux, tu vois, et puis, le regard des gens. Il y a 20 ans, tu n'imaginais pas que tu deviendrais le numéro 1 mondial d'un sport qui est l'ultra et que tu remporterais les plus grandes courses au monde. Que, que tu serais aussi adulé, fan. Moi, j'ai des copines perso, ça va pas faire plaisir à Caroline, je suis désolé, mais qui sont fans et qui te trouvent très beau. Et voilà, il dit, il a tout, François, pour lui. Il est fort, et il gère ses courses, il gagne, il est beau gosse, il a fait des études, il est kiné, il a tout. Il dit, tu veux pas me le présenter? Je dis non, je peux pas vous le présenter parce que il a une famille et tout va, quoi. Non, mais c'est sûr que le monde du trail a beaucoup évolué. C'est pas facile. Après, je pense qu'en fait, moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir été là au début. Donc tout ça, c'est venu très, très progressivement, quoi, que ce soit même médiatiquement. C'est sûr qu'il y a 20 ans, on te remettrait dans le même truc où dès que tu fais quelque chose, et encore, on n'est pas du tout connus comme des joueurs de foot ou des cyclistes, heureusement. Ça reste... Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as une vie publique qu'il faut aussi gérer et de laquelle il faut se protéger. Et voilà. Et après, j'ai eu la chance d'être dans le même team que Kylian pendant beaucoup d'années. Et puis, on discute encore beaucoup ensemble, encore plus depuis qu'il a des enfants. Et c'est vrai que du coup, c'est bien aussi de pouvoir s'entraider un petit peu sur ces points de vue-là, d'en discuter, de surtout savoir prendre des moments off et tout ça, quoi. On sait que Kylian, il en a souffert un peu de ça. Oui. De la Kylian Mania. C'était pas facile pour lui à gérer avec ses 52 kilos. Et voilà. Et quand il me j'ai encore une image de la Redoute, où à l'époque, je sais pas si tu te souviens, on récupérait les dossards à la Redoute. Et que Kylian arrive pour récupérer son dossard. Et il disparaît dans une meute de personnes et il étouffait. Mais les gens, c'était par amour. Mais après, surtout que la Réunion, c'est vrai que c'est exponentiel. C'est exponentiel, c'est effervescent. Et voilà, c'est vrai que dès que tu arrives là-bas, je vois bien, même moi déjà, je monte dans l'avion. C'est le seul endroit où souvent les gens essaient maintenant, on te protège un petit peu plus, même la compagnie, même les organisateurs, tout ça. Et quand tu vas chercher tes dossards, tout ça, mais c'est vrai que du coup, on a appris justement, après ce genre de choses, avec Kylian, on a appris justement à se protéger, à aller ensemble. Tu vois, à l'UTMB, je me souviens qu'on allait ensemble à la remise des prix, chercher les dossards, tout ça. Et voilà, c'est une manière de faire. Même, tu vois, maintenant, je me balade dans Chamonix plutôt en vélo, d'une certaine manière, à certaines heures. Mais, tu sais. Mais voilà, après, c'est aussi une chance. Donc, en fait, il faut arriver à le savourer. Il faut arriver, comme tu disais, sur la ligne de départ, à se laisser un petit peu prendre par cet engouement. Et aussi arriver à s'en protéger un petit peu aussi. Et puis voilà, on a quand même la chance... je pense souvent par rapport à, je sais pas, des gens qui font de la politique ou des joueurs de foot ou tout ça, où c'est des gens qui finalement, comme tu dis, à la Réunion, tout le monde s'agglutine, tout le monde est autour, tout ça, mais c'est parce qu'ils ont envie aussi de te connaître, de partager, et c'est plutôt des ondes positives. Oui, c'est des ondes positives. C'est des gens qui veulent être gentils avec toi, c'est des gens qui veulent la selfie, alors, forcément, des fois, ils sont un peu pris dans le truc, ils sont maladroits, ils sont pas là, ils savent pas faire, mais quoi qu'il arrive, c'est quelque chose de gentil. C'est des gens qui sont fans, qui veulent partager un moment, qui veulent te dire quelque chose. Des passionnés. Donc toi, il faut quand même leur rendre aussi l'appareil, mais à un moment aussi, il faut savoir soit dire stop, soit se protéger. Et c'est pour ça que l'expérience ou l'entourage ou les choses comme ça font que voilà, moi je sais très bien là pour le TMB, quand c'est que j'arrive à Chamonix, comment je vais aller chercher mon dossard, ce que je vais faire, tout ça. Alors des fois, les gens ils ont l'impression que tu te caches un petit peu tout ça, mais en fait, voilà, c'est à toi de choisir les moments où tu veux t'exposer et où quand tu t'exposes, t'acceptes de les. Si tu vas à Chamonix mais que tu veux voir personne et que tu veux faire aucun selfie et taper dans la main de personne, tu vas pas à Chamonix. Donc, et puis moi, je sais, j'en suis témoin, puisqu'on a pu même tous les deux voir avec d'autres
se mettre une petite casquette et sans être embêté par personne à Chamonix le soir et de faire la fête ensemble. Pendant l'UTMB. Hein. Ça reste quand même un petit milieu. Il faut savoir un petit peu se protéger, passer des moments et puis accepter aussi d'être un peu dans une vie publique aussi à certains moments. Mais oui, après, il faut savoir rester soi-même et puis voilà. Et tu vois, dans ces notions d'équilibre, un jour tu m'as dit, alors je vais peut-être pas remettre la phrase parfaite comme tu me l'as dite, mais une année, je voulais découvrir ton vignoble avec Carline et je viens vous voir. J'étais pas très loin en animation et je viens vous voir sur le domaine et on discute comme ça, comme on le fait là aujourd'hui tous les deux et tu me dis, tu vois Ludo, depuis que j'ai un projet professionnel, je performe en course à pied. J'ai trouvé cet équilibre, je me sens bien dans la terre et je me sens bien dans mon sport et c'est cet équilibre-là qui me permet de performer. Je ne sais pas si tu te souviens de... Non, mais après j'ai toujours justement essayé de garder un petit peu ça. Et c'est vrai qu'au début, avec la kiné, c'était un petit peu plus compliqué parce que en fait, quand j'étais avec la kiné, j'étais pas non plus avec Carline. Plus les voyages et la compétition, tout ça. Et c'est vrai que du coup, on avait de moins en moins de choses en commun et la demande était encore plus forte. Et c'est vrai que du coup, il y a un moment où on s'est posé la question de se dire je me consacre plus qu'au trail, comme Kylian a osé le faire dès le début. Et moi, je sentais que c'était pas trop ma façon de faire, mais par contre que pratiquer le job de kiné plus faire ça faisait trop à un moment et du coup on se voyait passer. Donc c'est là où on a eu cette opportunité de ce projet commun-là, où du coup, grâce à Carline qui s'investissait encore plus que moi, c'est que moi j'arrivais à garder ma liberté, à être plus à l'aise, mais j'avais pas que le trail, quoi. Et ça, c'est vrai que pour moi, cet équilibre-là, il était hyper important, notamment au départ d'une course comme l'UTMB, où tu te dis, de toute façon, c'est quoi ta manière de t'enlever la pression? Moi, je me disais, en fait, peu importe le résultat, lundi matin, je serai dans le vignoble, j'ai préparé les vendanges, j'ai 50 copains qui viennent dans une semaine. Dans 7 jours, le vendredi, ce sera les vendanges. Et que je gagne l'UTMB ou que j'abandonne l'UTMB, ce sera pareil. Ouais. On boira peut-être la bière de manière différente, mais ce sera pareil, ce sera toujours là. Donc j'ai toujours cette autre chose. Et en fait, je me disais, je suis pas sûr que si j'avais que ça, j'arriverai à avoir ce détachement-là lors de mes entraînements, lors de mes courses, lors des petites blessures que tu as ou lors des petites choses. Et donc, que ce soit ça, la famille, l'équilibre. Et donc voilà, donc là, quand le vignoble s'est arrêté, le vignoble, il nous reste encore d'ailleurs quelques bouteilles. On est en passation d'arrêter complètement, mais du moins, on n'habite plus dans le Beaujolais. On s'est tout de suite lancé dans cet autre projet qui nous tenait à cœur de monter Ultra Spirit, parce que moi j'ai besoin d'avoir d'autres choses. Alors des fois c'est sûr que tout le monde va me dire que c'est trop, les partenaires ils disent dans le mode aujourd'hui il y a un mode qui est devenu sur l'hyper-performance où on veut que les athlètes deviennent hyper-performants, tous les teams se structurent, mais je pense que il faut garder cet équilibre-là et ça dépend de chacun. Et aujourd'hui, il y a une fatigue, il y a une bonne fatigue, il faut en tenir compte dans l'entraînement et il faut surtout apprendre à se connaître. C'est sûr que des fois, ça fait peut-être trop, mais si ça correspond aux athlètes, ça marche. On a eu l'exemple de Dawa. C'était illogique d'être maçon et en même temps d'être professionnel. Aujourd'hui, je pense que les performances qu'il faisait à l'époque, elles sont toujours très valables et pourtant il travaillait toute la semaine. Ouais. Aujourd'hui, Ludo, il a une vie très remplie, il travaillait. Là, quand il travaillait pas, il fait ça. Moi, c'est pareil, j'ai 3 enfants, j'étais dans le vignoble et je m'entraînais quand même. Et les gens disaient non, mais il y va pas dans le vignoble, il y fait rien, c'est impossible, il peut pas faire ça, être travailleur de niveau. En fait, si justement, c'est peut-être grâce à ça que je performais. C'est que plutôt que d'aller courir 5 heures tous les jours et d'en avoir marre, en fait, finalement, je courais que 20 minutes parce que j'étais fatigué de la taille et ce vignoble, c'était une sorte d'échappatoire. Et aujourd'hui, c'est pareil, quand je prépare Ultra Spirit, quand je repère, quand je fais les choses, et là, j'ai eu 2 jours où j'étais avec les enfants parce qu'ensuite, je pars en camp, du coup, je suis consacré à 100% sur eux. Au moins, c'est comme ça, en fait. Tu poses pas la question, tu dis pas je vais aller m'entraîner, je vais aller faire ci, je vais faire ça, je vais faire la séance de trop. Non, en fait, d'avoir une vie qui te correspond. Mais après, chacun a trouvé son équilibre. Oui, bien sûr, mais aujourd'hui, c'est ça la beauté de ce sport-là, c'est que je pense qu'il y a encore une possibilité d'avoir un équilibre, que tout le monde ait une vie différente. On a la chance d'avoir un sport qui est complètement différent. Je prends l'exemple des skieurs, que ce soit de fond, de piste ou des cyclistes. Où tout le monde a, on va dire, un peu les mêmes entraînements, les mêmes camps, les mêmes progressions, les mêmes objectifs au même moment de l'année. Nous, on a la chance d'avoir encore cette liberté-là. Alors oui, bien sûr, maintenant, il y a le Tour du Mont Blanc qui est quand même un peu une étape un peu obligatoire fin août.
Et encore, finalement, tu l'as fait pas que ce chaque soit année. Kylian, que ce soit Zach, que ce soit moi, ils ont été un petit peu décriés quand ils sont pleins, mais moi, ma manière aussi d'exprimer pas mon mécontentement, mais le fait qu'il n'y ait pas que ça, c'est que j'y vais tous les 4 ans. Et quand j'y vais, je suis très content d'y aller, les organisateurs sont très contents de me voir, ils comprennent que j'y aille pas tous les ans. Et voilà, à nous, athlètes, de faire en sorte que... je vais pas dire pour un cycliste, il n'y a que le Tour de France, mais on voit bien quand même que le Tour de France, c'est un gros truc. Ouais. À nous de faire en sorte qu'il n'y ait pas que l'UTMB tous les ans. Si on se donnait rendez-vous tous les 3 ans, comme l'avait proposé Kylian Isaac, peut-être que finalement, ça permettra à d'autres courses de continuer de voir le jour. Ça permettra à des athlètes peut-être de moins s'essouffler, de moins tous faire la même chose, de moins tous se regarder, se comparer, de faire tous les mêmes tests, de savoir quelle vitesse il va, enfin voilà. Ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Genre de truc mais moi je l'avais pris comme ça, ce courrier. Que j'aime bien, que je vois bien tout ça, mais qui n'est pas forcément nécessaire dans la pratique de notre sport aujourd'hui. Surtout parce que ça reste un sport particulier, ça reste 20 heures, 24 heures, un temps des géants c'est 69 heures d'effort. On a beau avoir la meilleure VO2 au départ, c'est pas pour ça qu'on gagnera la course, et c'est ça la magie de ce sport-là, quoi. Sinon on fait tous du marathon, quoi, j'ai envie de dire, quoi. Ouais, et puis ça reste plus classique. Mais je vais te poser une question plus personnelle, tu y répondras ou pas. Effectivement, tu as eu le vignoble, après là, tu es devenu plus professionnel, même si tu organises l'Ultra Spirit avec Carline, mais tu t'es consacré beaucoup aux courses pour être le plus performant, avoir des objectifs. Tu as brillé, tu as gagné tout ce qu'on pouvait gagner, et puis après, il y a la blessure, la grosse blessure. Il y a 2 ans d'arrêt. Comment moi, j'avais mal au cœur pour toi, je t'envoyais souvent, je mets pas souvent beaucoup de mots, je mets souvent des émoticônes, vas-y, des bras, des cœurs, des choses comme ça, lâche pas, voilà, j'espère que tout va bien, des choses comme ça. Comment t'as réussi à passer ces 2 ans compliqués? Finalement, ça n'a pas été les 8 premiers mois les plus compliqués, quoi. Parce qu'en fait, j'avais jamais eu trop de vraies blessures. Et bon, c'est quelque chose, j'allais dire qui te pend au nez, mais quand tu es tous les jours en montagne, sur ton vélo, à faire du ski, du parapente, il y a forcément un moment où il y a une inattention ou quelque chose, où le corps va dire stop. Et du coup, je l'ai pris comme ça, quoi. Je l'ai pris comme un vrai accident. Et en fait, c'était plus le corps, je pense, qui était fatigué. Parce qu'au bout de 6 mois, finalement, j'ai continué d'avoir des problèmes osseux, j'ai continué d'avoir d'autres fractures. Et en fait, ça a été là où ça a été plus dur à accepter. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas un accident de parcours ou de chemin. C'était, je pense, une fatigue, une petite erreur. Voilà. Et donc ça, j'ai mis du temps à le comprendre et à repartir à ma façon. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là aussi où le sport évolue aussi. On veut tout normaliser aujourd'hui. On veut donner des schémas, on veut appliquer les recettes d'autres sports à notre sport, on veut faire des choses comme ça. Alors que l'ultra-trail, pour moi, ça reste quand même quelque chose, c'est du feeling, c'est de la sensation. Bien sûr, on peut se faire aider, il y a plein de choses tout ça, mais il ne faut pas oublier quand même cette vraie base et se sentir pourquoi on est au départ, quoi. Aujourd'hui, l'ultra-trail, c'est tout sauf des robots, c'est tout sauf des maths, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on aime ce sport-là, quoi. C'est pour ça que sur la ligne de départ, aujourd'hui, il sera bien malin celui qui peut donner les pronostics des plus grandes courses, quoi, parce que il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Et donc, du coup, voilà, ça a été très dur pour moi, au bout de 8 mois, de se dire, bon, voilà, quand tu es plus sûr de toi, tu sais plus où tu vas, et en plus, toi, tu veux suivre un schéma qui est différent de celui dans lequel la discipline va, ça fait trop de choses qui sont compliquées à mettre en place. Et du coup, ça fait une sorte d'échec. Et puis après, finalement, j'ai réussi, finalement, je pense, grâce à mon équilibre, grâce aussi à mon entourage et aux autres sports, à me remettre un peu tout ça. Je me souviens, voilà, à un moment où j'ai dit, en fait, là, moi, c'est pas ma vie d'aller chez le kiné tous les jours, de faire ça, de mesurer ça, de faire... Moi, j'ai besoin d'être dans la montagne. Oui, ok, il faut mesurer les trucs. Tant que t'as pas ça, tu peux pas. Non, en fait, moi, j'ai besoin de sentir les choses. Et du coup, j'ai pris mon vélo. Je suis parti en avance sur la famille dans le sud et j'ai fait 500 km de vélo. Et je me suis retrouvé la nuit, gelé, trempé de froid, dans des endroits que je connaissais pas, à moitié perdu. En plus, j'ai perdu ma carte bleue. Enfin, voilà. Et là, je me suis dit, putain, mais c'est ça, en fait. C'est bon, en fait. Ouais, mais je sais pas si j'ai rien perdu, quoi. Ouais, non, je sais pas si je vais pouvoir recourir, refaire des ultras. Mais en fait, c'est bon. Enfin, j'ai retrouvé ce que j'aimais. Moi, ce que j'aime, c'est l'aventure, partir, faire des trucs comme ça. Et finalement, les ultra-trails que j'ai gagnés, ou les courses la plupart, c'est parce qu'il y a eu de l'adaptation, il y a eu de l'aventure. Donc, c'est ça que je veux, quoi. Et à partir de là, je me suis dit, bon, on verra bien comment ça se passe, mais je pense que je vais aller faire diagonale. Mais je l'ai dit au début qu'à mon entourage là, et puis finalement, tu vois, à la fin de saison, on s'est retrouvés à la diagonale.
ouais, t'es là, et tout le monde dit, c'est une 5e victoire et tout. Je dis, mais non, 5e victoire. Ouais. Enfin, non, en fait, je pense pas, puis j'espère pas, quoi, parce que sinon, ce serait quand même injuste pour beaucoup d'autres coureurs, quoi. Et en fait, je suis parti, et voilà, je me suis dit, mais en fait, moi, ma victoire, c'est d'être au départ de la course, quoi. Et d'arriver. T'es pas trop déçu, t'es pas trop déçu. Je disais, mais à quel moment je suis déçu, quoi. Pour moi, c'était peut-être encore plus heureux que quand j'ai gagné, quand j'ai franchi la ligne d'arrivée. Et puis d'ailleurs, les Réunionnais m'ont bien rendu. Il y avait un monde fou. Tu finis à la 8e place. La 8e place. 8e place, et tout le monde est là pour t'accueillir. Et ils ont pas oublié, quoi. Ouais. Et donc, c'était. Non, moi, voilà, donc, je me suis rendu compte que là, et à partir de là, c'est reparti, même si derrière, j'ai encore eu des moments difficiles, des complications. Enfin, je vois bien le hard rock l'an passé où le corps, il l'acceptait pas. Mais c'était moins grave. Enfin, tu vois, ça a été vraiment les 6 mois là où j'ai pas trop compris cette blessure-là qui ont été difficiles. Après, à partir du moment où je pouvais retourner jouer en montagne, en fait, comme tu l'as dit, moi j'ai eu la chance de gagner des courses que j'aurais jamais pensé gagner. Je les ai gagnées plein de fois. Aujourd'hui, si je regagne des courses, c'est merveilleux. Mais le plus important pour moi, c'est d'être en montagne et de pouvoir être là et de sentir que je pourrais encore y être des années. Maintenant, si je gagne plus de courses et que c'est des jeunes qui en gagnent, mais tant mieux pour eux. Enfin, je leur souhaite, voilà, moi. J'ai envie de dire, j'ai eu des moments de gloire, j'en ai eu plus que j'en aurais sûrement mérité. Donc très bien, si je gagne plus de courses, c'est pas grave. Moi, l'important, c'est que je continue de m'éclater en montagne, de préparer des choses, de transmettre des choses, de les partager. Et voilà, et si je peux en regagner, j'en gagnerai quand même, je m'amuserai. Mais voilà, il y a plein de courses, il y a plein de places, il y a aucun souci, quoi. À l'image de... t'es venu dans le Beaufortin. Parle-moi en quelques mots de cet amour du ski alpinisme et de la Pyramenta d'hiver, où je te vois chaque année, tu vas participer, quelle que soit la place. Tu y vas bien sûr pour performer, parce que c'est dans ton ADN. Hein. Tu aimes ça, et que toujours le coéquipier, faut qu'il fasse le drapeau derrière, en règle générale. Faut qu'il soit costaud pour aller avec toi. Mais parle-moi un petit peu ça de la Pyramenta. Ouais, après, c'est un peu comme finalement l'UTMB ou la hard rock ou les choses comme ça. C'est quand même une très bonne excuse, toutes ces courses, pour passer plein de temps en montagne et faire ce que j'aime et m'éclater, quoi. Donc voilà, la Pyramenta, c'est clair que c'est fin mars. Ça veut dire qu'à partir de décembre, c'est l'excuse, quoi. Faut aller s'entraîner, il faut faire du ski alpi, faut s'entraîner pour ça, faut se faire des longues bambées, des longues sorties, jouer avec le binôme de l'année. Et puis là, dans le Beaufortin, tout le monde pratique le ski alpinisme, donc ça te permet aussi d'être très proche de copains. Et puis voilà, quand tu t'éclates, tu fais une bonne séance, tu fais une super sortie, tu passes 5 heures en montagne, derrière, tu as encore plus envie de passer un moment convivial et de le partager. Donc voilà, non, c'est sûr que moi, la Pyramenta... c'est top. En plus, j'arrive encore plus à relativiser la pression en disant en fait, moi les gars, c'est pas mon sport. Moi, je suis censé faire de l'ultra trail, donc j'y vais juste pour m'éclater. Donc tu vas encore plus avec le smile au départ, comme tu dis. L'idée, oui, c'est de performer, c'est de faire des bonnes places. Cette année, on a la chance de faire 4e, donc je vais pas dire que j'y vais pas pour performer. Non, je te dirais menteur sinon. Mais par contre, j'y vais en disant, je suis surtout là pour partager ça avec mon binôme, quoi qu'il arrive. On va pas se frapper, on va pas se mettre sur la gueule, on va s'éclater, on va se marrer. Cette année, je l'ai fait avec Alexis Sévenec. Et on a un échange qui est génial, parce que lui, il vient un peu à l'ultra trail et moi, je continue d'apprendre sur le ski alpinisme. Et donc voilà, on a un retour d'expérience, on s'amuse ensemble. Et tous les deux, au départ de la Pyramenta, on savait très bien que ça allait bien. Enfin, quoi qu'il arrive, on va s'éclater, ça va bien se passer, quoi. Et quand j'ai fait avec mon beau-frère pendant 14 ans, c'était exactement ça, quoi. On a découvert ensemble la première année, on fait 86e, 90e. Et la dernière année, on fait 6e. Enfin, je veux dire, voilà, on a évolué, on a appris le truc ensemble, donc voilà. Et puis on a fait 14 ans ensemble. Enfin, il y a peu d'équipes qui ont fait 14 ans ensemble, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est un sport qui a quand même compris beaucoup de choses. Le fait de faire par équipe de 2, de jouer sur des itinéraires qui sont techniques, s'adapter à la montagne. Enfin, quand tu vois ici et que tu es organisateur, tu te dis waouh, selon la météo, le parcours, qu'est-ce qu'on va faire, où c'est qu'on va aller. Enfin, ça veut dire que c'est des gens qui doivent connaître la montagne, qui doivent connaître tous les petits recoins, tous les petits trucs, la moindre souche sur laquelle tu vas passer, tout ça. Donc moi, c'est ça que j'aime, quoi. Et en tant qu'organisateur, maintenant que ça fait quelques années avec l'Ultra Spirit, qui est un format Caroline François, hein, qui existe nulle part ailleurs, c'est votre format, l'Ultra Spirit. Est-ce que toi, en tant que maintenant organisateur, tu vois un peu les courses autrement et tu vois, parce que je dis souvent sur les lignes aux coureurs, et surtout pour ceux qui râlent souvent, je ne dis pas que toi tu râles, hein, mais pour ceux qui râlent souvent, soyez un jour bénévole, soyez un jour organisateur, un jour coureur, et après on en reparle. Non, c'est sûr, puis surtout il y a un petit peu de recul sur la place, sur le temps que vous allez mettre, sur l'importance de tout ça dans votre vie par rapport au fait justement de râler ou de prendre du plaisir ce jour-là, quoi. Ouais. Et
voilà, moi j'ai côtoyé tous les étages du peloton parce que j'aime aussi accompagner des gens comme mon père, comme mon frère, comme Carline. Et du coup, j'ai vu et je vois qu'en fait, finalement, devant, les gens ont peut-être plus de détachement et de recul, ou connaissent, enfin, voilà. Ils sont un peu moins stressés. Alors après, ils ont peut-être aussi moins de contraintes, de choses comme ça, d'ennuis pendant la course, de bouchons ou de choses comme ça. Mais souvent, ils ont un peu plus de détachement et ils sont un peu plus respectueux, on va dire, des fois des organisateurs et des autres coureurs que parfois au milieu de peloton ou derrière. Donc c'est vrai que souvent, il faut avoir un peu de détachement là. Et nous, Ultra Spirit, on essaie de le faire aussi un peu pour ça, quoi. Finalement, dans Ultra Spirit, à chaque fois, on dit en fait, on n'a rien inventé. Oui, le format de course, il est unique, il se retrouve nulle part ailleurs, mais finalement, c'est l'héritage de plein de petits trucs qu'on a pris dans toutes les disciplines de la montagne et dans toutes les courses qu'on a vues, quoi. Et des fois, ils disent à notre course, il y a ça aussi. Oui, en fait, on n'a pas inventé, quoi. Oui, ça, on a trouvé ça génial à votre course. On a essayé de le transformer en mode Ultra Spirit et Beaufortin et local. Mais oui, c'est issu de ça. On a adoré, ça, on allait faire. Je sais, on était allé faire El Cruz, c'est une course où il y avait des tentes. Voilà, on a pris ça, on s'est souvenu de ça, le Tour du Mont Blanc, qu'est-ce qu'il y avait de marrant. Et souvent, voilà. Et puis surtout, dans Ultra Spirit, plein de fois par jour, en fait, on fait exprès, on fait des petits trucs où ça les fait relativiser sur la performance, sur le fait de se respecter au sein de l'équipe. Les gens les mettent par 3, parce qu'à 3, c'est encore plus dur qu'à 2. Ouais, c'est sûr. Ça change tout. Et de se dire, en fait, là, le but du jeu, c'est de s'écouter et d'écouter les autres. Si tu n'écoutes pas les autres et que tu t'entends pas et que tu t'écoutes pas toi-même, tu n'iras pas au bout de l'aventure. Tu as beau être le meilleur, tu n'iras pas au bout de l'aventure. Et puis de leur dire, en fait, qu'est-ce qu'on en a à faire de mettre 30 secondes de moins. Donc souvent, on leur met une petite activité au sommet d'une montagne où ils sont bagarrés pour être à 15 secondes près là-haut. Et puis on leur pose une question simplement, goûtez les 2 Beaufort. Si vous ne trouvez pas si c'est du Beaufort d'été ou du Beaufort d'hiver, vous avez 15 minutes de pénalité. Et le premier jour, les coureurs, ils sont estomaqués. 15 minutes de pénalité pour ça. Mais là, je me suis arraché. Je dis, alors, ça va changer quoi ce soir, là, si tu mets 15 minutes de plus ou moins au classement, quoi. Et puis, du coup, finalement, à la fin du week-end, ils ont trouvé un détachement dans le truc. Ils se disent, ah ouais, bon, en fait, on ne sait même pas quelle place on a fait, mais. Qu'est-ce qu'on a pris du plaisir. On a fait 20 heures en montagne. Waouh, ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on s'est éclaté. Et je dis, voilà, finalement, c'est peut-être ça l'important. Oui, vous avez un dossard, mais même pas, parce qu'en fait, là, on ne met même pas de dossard. On leur met une sorte de fanion qui pend derrière. C'est tout sauf un dossard. C'est juste pour qu'on les reconnaisse, quoi, et qu'on les perde pas, surtout. mais voilà, l'idée, c'est de se dire, oui, il y a la course, mais prenez quand même du détachement par rapport à la course, et même que ce soit devant, au milieu, derrière, et de se dire, c'est quoi finalement l'importance de cette course-là dans votre vie, dans votre saison, et voilà. Et puis par contre, ça reste quand même une course pour laquelle il y a beaucoup de gens qui ont voulu avoir un dossard, qui ont voulu s'inscrire. Il y a des organisateurs qui vivent depuis des années pour essayer de faire vivre cette course et faire ça. Donc oui, donnez-vous à fond, faites ce que vous pouvez, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir un peu de détachement sur tout ça, quoi. Mais c'est dur, des fois, même sur soi, d'avoir du détachement sur des courses. Je me souviens de mes premières participations, des fois où tu te retrouves dans des états, et puis après, en fait, tu arrives à prendre du second degré, du recul sur ça, et en fait, voilà. Enfin, ouais, on parlait à des réunions où des fois je descendais en marche arrière, ou à l'UTMB, où Corinne Favre, elle me double, où je suis obligé d'abandonner à la folie, où tu dis, mais... elle fait première au scratch. Voilà, et des fois tu dis, mais t'as l'impression que tu dis, mais là, sur le coup, t'as l'impression que presque ta vie, elle s'arrête. Et puis maintenant, moi, c'est au bout d'une seconde, ou même de 10 secondes. Mais au début, ça prenait du temps. Enfin, tu vois, j'en pleurais, ou c'est des trucs comme ça. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas pleurer ou quoi que ce soit, mais de se dire, en fait, finalement, ça reste qu'une course, quoi. Enfin, voilà, c'est rien. Mais c'est dur, des fois, de trouver ce détachement-là. Et donc, du coup, si on arrive à avoir ce détachement-là dès le départ, qu'on prend du plaisir toute l'année à s'entraîner, qu'on place la course au bon moment, justement, qu'on n'en fait pas trop, qu'on sait pourquoi on y va et qui on y va, comment on s'exprime, tout ça fait que c'est un déroulé et tout est plus détendu et tout se passe mieux, quoi. Et puis pareil, si tu as ton dossard pour la course, c'est merveilleux. Si tu l'as pas, tu l'auras peut-être l'an prochain ou l'année d'après. Finalement, c'est peut-être encore mieux. Ton chemin il sera encore plus long. Tu pourras rencontrer d'autres personnes, faire d'autres courses. Et te préparer encore mieux. Et voilà, alors après, les gens vont dire, oui, mais vous, c'est facile en tant qu'élite, vous avez un dossard. Oui, peut-être, mais n'empêche que... je vois bien, sur les courses aux États-Unis, il y a 140 dossards. Et les gens, ils trouvent ça normal de ne pas être pris. Et s'ils en ont un, c'est une chance. Finalement, nous, autour du Mont Blanc, il y a tellement de dossards que si tu n'es pas pris, c'est une malchance. Et si tu es pris, ça paraît normal. Mais en fait, il faut tourner les choses un petit peu différemment et se dire que voilà. Et puis aujourd'hui, si vous êtes vraiment prêt, finalement, est-ce que vous avez besoin du dossard pour aller faire le tour du Mont Blanc, quoi. Si c'est ça le problème, vous pouvez y aller demain. En off.
Voilà. Il est ouvert, les sentiers sont ouverts. Après, ça n'empêche pas que le jour de la course, il y a une ambiance, un truc, et je souhaite à tout le monde de le faire, mais peut-être de ne pas le faire tous les ans, justement, et de se dire, voilà, on y va tous les 4-5 ans, à chaque fois, c'est une grande fête, on le prépare, on y va avec les copains, on y va avec tout le monde, et on vit le truc, quoi. En tout cas, je suis rassuré, c'est que, à l'image de Dawa, on va encore avoir un François qui va continuer, même s'il y a moins de performances à des moments, on va continuer à te voir, et tu sais qu'on a besoin de ta liberté et ta prise de parole, parce que comme tu dis, comment on a démarré au début, et on nous écoute quand même beaucoup, et on peut passer des messages, et à ce titre-là, j'aimerais te dire un grand merci, vraiment. D'avoir aidé aussi, même si Jim a fait le travail, de l'avoir aidé à gagner, mais de l'avoir montré, surtout, lors de la course. Vous étiez deux marques complètement différentes, ça se fait pas, en règle générale, les gens osent pas, ou ils veulent pas le faire. Bah, et d'ailleurs, ça se fait encore moins aujourd'hui. Et toi, tu l'as fait. Et moi, mais ça a été un moment de fraîcheur et pour moi, c'était limite un petit combat politique, si tu vois ce que je veux dire. Je me suis dit, ouais, François, il ose, il se montre, il est sur les sentiers, il aide son ami, il partage, il y a de la fidélité. On n'est pas dans la même marque, mais on va s'aider à gagner, on va se donner des conseils, on va apprendre ensemble. Il est venu vivre ici, vous êtes partis en ski alpinisme ensemble. Enfin voilà, tu lui as ouvert les portes. Et ça, je trouve que c'est l'un des plus beaux exemples de notre sport et de ce que doit rester notre sport. Oui, après, bon, on a vécu plein d'autres choses et Jim l'a fait aussi pour moi, mais c'est vrai que ça nous avait peut-être été un petit peu reproché par certaines personnes, par certaines marques, mais ça a été aussi salué par pas mal de personnes, d'autres marques. Et c'est ce côté-là qu'il faut regarder. Et voilà, on nous a peut-être aussi dit que c'était peut-être pas à faire non plus tous les jours, il fallait pas oublier non plus qu'on était dans des marques différentes, tout ça. Mais nous, en fait, c'est pas notre manière de voir les choses et en fait, on leur a surtout dit qu'en fait, on n'était pas... Si un jour on se retrouve en course l'un contre l'autre, on est compétiteurs et on aura énormément de respect l'un envers l'autre, mais c'est pas pour ça qu'on va pas se tirer la bourre, comme on le fait tous les jours à l'entraînement et comme on l'a fait la semaine passée et comme j'espère qu'on le fera la semaine prochaine. Et comme tu l'as fait avec Kylian, qui était à l'époque dans la même team que toi, et pourtant il y avait chacun joue le jeu, quoi. Exactement. Et voilà, et c'est ça aujourd'hui la beauté du sport. Et puis je pense que les marques, elles en sortent finalement grandi de tout ça. Mais oui, évidemment. Et puis de toute façon, nous, c'est notre manière de faire. Et en fait, je pense qu'à partir du moment où ils ont vu que de toute façon, ils ne pourraient pas nous changer, ils n'ont pas bien le choix. Donc, ce sera comme ça ou ça ne sera pas. Et finalement, c'est très bien comme ça. Et puis, en fait, c'est quand même un petit milieu. Et aujourd'hui, les managers de Jim, je les connais. Jim, il connaît mes managers. Et c'est très bien comme ça. Et on a beaucoup de respect l'un envers l'autre. Et voilà. Et après, je pense que de toute façon... Enfin, ça a été assez médiatisé, ça a été assez connu parce que il a gagné cette année-là, ça a été très bien, mais aussi ça a permis, je pense, de découvrir le vrai Jim qu'il était, que les médias n'ont pas forcément voulu montrer. Je me souviens en 2017 où on nous présentait comme quelqu'un, en tout cas moi c'est le ressenti que j'avais et que j'aimais pas qu'on ait de lui, mais quelqu'un un peu trop sûr de lui, tu vois, qui arrivait, qui disait moi je viens pour gagner l'UTMB, mais en fait, le fait qu'on lui ait fait dire ça ou qu'on ait dit qu'il avait dit ça, je trouve que ça l'a vachement desservi. En fait, il était trop sincère presque, il était trop frais, trop frêle. Et en fait, il n'a pas voulu se cacher. T'es là pour gagner l'UTMB et lui, il a dit bah oui, mon rêve, ce serait de gagner l'UTMB. Et les gens ont dit qu'il était venu là pour gagner l'UTMB, alors qu'en fait, et même c'est l'école américaine. Les Américains n'ont jamais honte de dire qu'ils viennent pour gagner. Oui, pour moi, c'est pas un souci. Ça veut pas dire qu'ils sont sûrs de gagner et qu'ils veulent gagner. Et c'est ça c'est la grosse différence. Et surtout Jim, qui est peut-être une des personnes qui est peut-être la moins sûre de lui. Ouais. Et donc voilà, du coup, ça lui a permis de montrer en fait quelqu'un de vraiment humain et ce qu'il est, quoi. Et c'est que voilà, moi je m'entends beaucoup avec lui et on se comprend bien. Les enfants, tu vois, l'adorent. Mais son arrivée sans mots, sans rien, sans. C'était, enfin, toi, ouais. Voilà, non, mais c'est quelqu'un de très... C'était fort. C'est quelqu'un de très, très simple, finalement. Et qui adore la montagne, et puis qui est super marrant, quoi, qui est toujours à fond. Ouais, et je pense qu'il faut avoir... Je dis, ça reste l'école américaine. Dans les universités, c'est comme ça qu'on les galvanise. Mais en attendant, si on regarde ces 20 dernières années, dans tous les sports,
quand c'est des championnats du monde ou des Jeux olympiques, les Américains sont sur les podiums. Parce qu'ils ont... C'est parce qu'ils sont trop nombreux. Non, mais il y a une culture de la compétition. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose, ça, c'est sûr. C'est sûr, voilà. Et du coup, et je trouve que nous, Français, on a trop tendance à se cacher. Et du coup, on est un peu trop tendre. Après, c'est aussi les Français qui adulent aussi ces coureurs et ces athlètes américains et qui sont des fois... Alors moi, j'en souffre pas du tout, mais je vois... Il y a certains athlètes français, finalement, qui sont moins connus que certains athlètes américains et qui sont très très forts et qui représentent la France et qui ont fait des choses extraordinaires et que les Français suivent beaucoup moins que les Américains. Ouais. Et c'est vrai que, bon, des fois, ça me chagrine un petit peu pour eux et je trouve ça dommage. Mais c'est vrai que les Français ne sont pas fiers forcément des sportifs français alors qu'ils devraient l'être. Et on le voit dans le vélo, on le voit dans plein de choses. Mais voilà, après, en ultra-trail, je trouve que les réseaux sociaux, des fois, montrent certains coureurs tels qu'ils ne le sont pas. C'est la faute des réseaux sociaux, c'est ça aussi qui les fait vivre. Mais je trouve qu'en ultra-trail, on a, en tout cas humainement, quand on apprend à connaître tous les coureurs, toi, tu les connais très bien, tu vois bien les émotions, les gens sur la ligne d'arrivée. Je pense qu'on a quand même un sport, on a énormément de chance avec les valeurs qui sont communes, qui sont partagées, l'ambiance qu'il y a au sein des pelotons. Et je trouve qu'aujourd'hui, je connais personne qui peut vraiment dire du mal d'un autre coureur ou sur une course avec qui ça s'est mal passé et tout ça. Il y a quand même énormément de respect, je trouve, entre les coureurs. Et c'est une grande chance. Alors après, il y a des coureurs qui se connaissent moins, qui pratiquent moins tout ça, mais je trouve aujourd'hui il y a quand même énormément de respect entre tous les coureurs au départ d'un ultra-trail. Et moi, je trouve que c'est assez fabuleux de vivre ça, même entre ceux qui sont plus âgés, les plus jeunes, tout ça. Je trouve que voilà, c'est ça qui est beau dans cette discipline-là qui est l'ultra-trail, c'est qu'au départ, il y a quand même une certaine humilité qui ressort, qui se voit pas toujours sur les réseaux sociaux, qui se voit pas toujours sur les courses, notamment avec une course sur le Tour du Mont Blanc, où on a l'impression qu'on fait rentrer des gladiateurs dans une arène, tout ça, mais en fait, il suffit de regarder un petit peu les yeux et de connaître les gens et de les voir pour dire, mais là, lui, vous le montrez comme une bête de course ou tout ça. Alors c'est ma phrase d'après. Il est tout stressé au départ, et moi, je vois déjà, je ressens les choses et les gens se ressentent entre eux, donc voilà, après, c'est le jeu des médias, c'est le jeu des publics de faux et tout ça, mais il faut se dire quand même qu'au départ de ces courses-là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir quand même des coureurs qui se retrouvent, qui savent, qui sont tous un peu dans le même bateau et la même galère du début, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, quoi. Ouais. Mais tu vois, tu parles de regard. Tu sais, il y a un moment dans l'émission où on commence à parler dans les potins des souvenirs qu'on a en commun, mais aussi des bons, des mauvais moments. Et, tu vois, et là, quand tu parles de regard, moi, j'ai un souvenir très fort de 2012, où, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais moi, j'ai cette chance-là d'être à votre contact, de pouvoir vous checker sur la ligne avec certains photographes, mais j'ai la chance de pouvoir vous voir droit dans les yeux. Et c'est le moment où tu es vraiment en train de progresser très fort, et on sait que sur 80-100 km, pour moi, tu es intouchable. Et à ce moment-là, c'est un parcours raccourci. Et le matin, au départ, je ne sais pas si tu te souviens, quand je te regarde et que je te dis, celle-là, elle est pour toi. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Mais et droit dans les yeux, mais tu vois. Et là, on se fait un clin d'œil, et puis je continue, moi, mon truc et tout ça. Mais c'est important, le regard. C'est important, parce que là, moi, je te sens tellement fort, tellement sûr... Et toi, à l'intérieur, tu dois peut-être pas être forcément sûr de comment ça va se passer. Mais pour moi, cette année-là, parcours raccourci, c'était sûr que François allait prendre le titre. Et tu le fais. Ouais, après, c'était plus... le parcours heureusement qu'il faisait que 110 km, c'est 112 ou je sais plus combien. Ouais, 112, c'est ça. Heureusement, parce que vu les conditions qu'il y avait, je pense qu'il n'y en aurait pas beaucoup qui auraient terminé. Ouais. Mais moi, c'était plus le fait qu'il allait y avoir de la galère pendant ce parcours qui m'amusait et qui me mettait en confiance, quoi. Et je me disais, là, en fait, oui, on va monter, on sait pas, ils savent pas encore où c'est qu'ils vont nous envoyer. Il y aura de la neige, il va faire super froid, il va falloir jouer avec tout ce qu'on a dans le sac et tout. Et je me disais, à ce jeu-là, je sais que je vais m'éclater, quoi. Donc, en fait, je pense que j'avais dans les yeux quelque chose qui disait que j'avais envie, quoi. En fait. Après, non, à cette époque-là, je me disais pas que j'allais... Non, au contraire, même le fait que ce soit trop court, je me disais, par rapport à certains coureurs sur la ligne, ça va me demander moins d'adaptation, ça va me désavantager. Mais non, en tout cas, j'avais envie de pouvoir aller jouer en montagne, parce que là, je me disais, là, en fait, finalement, il y a de la pluie, il y a de la neige, il y a de la nuit, du vent, du froid. Finalement, à ce jeu-là, c'est peut-être là où j'aime pas non plus. C'est sûr qu'on préfère tous quand il fait grand beau et que c'est facile et qu'on n'a qu'un t-shirt à mettre. Hein. Mais finalement, moi, c'est ce que je fais toute ma vie, de jouer avec la montagne et d'avoir froid, d'avoir chaud, d'être humide. Donc ça va. Ouais, on verra. Peut-être
Je le souhaite pas, parce que ni pour les coureurs, ni pour nous sur la ligne, c'est quand même galère. Ça fait plusieurs années qu'on a quand même du très beau temps ou du temps très correct sur l'UTMB. On verra. Il y a un petit moment qu'on n'a pas eu un UTMB où il y a de la technicité, où il faut avoir vraiment beaucoup d'expérience avec des froids, de la neige, des moments de pluie glaciale, du vent. Là, 2017, on a vu un peu ça. Ouais. Mais non, c'est vrai que sinon... Ça, c'est... Mais c'est sûr que c'est pas ni pour les coureurs, ni pour les organisateurs, ni pour les spectateurs. C'est pas le plus marrant. Après, c'est la montagne, quoi. Donc, c'est sûr qu'il faut toujours s'adapter. Après, quand il fait trop chaud, c'est dur aussi. Hein, mais... Ouais, après, je l'ai vu. Moi, je t'ai souvent reproché de partir trop vite sur le Grand Raid. Je trouvais toujours que tu partais sur des... parce que à l'époque où je te voyais partir comme un avion, j'étais avec Éric Lacroix qui avait toutes les stats et il me disait « Il part sur des bases de 21h30, c'est pas possible. Jamais un coureur peut tenir une base de 21h30 et tout ça. » Et puis après, souvent, ça nous a gratifié d'images, de folie, de te voir ou allongé dans l'eau comme ça, la manpower, ou assis comme ça. Et est-ce que je repars ou descendre en arrière? Mais ouais, c'est ça, c'est de l'aventure, quoi. Ouais, et puis surtout sur le Grand Raid où tu passes un peu par tous ces étapes, par tous ces trucs-là. Mais c'est ça qui est bien, l'adaptation. Et c'est vrai que sur le Grand Raid, il y a encore plus d'adaptation que sur pas mal de courses. T'as souvent joué quand même, sur le Grand Raid. Oui, après moi j'aime bien quand même jouer. En fait, les fois où je joue pas, c'est que je me lasse un petit peu finalement, et moi j'aime bien devoir m'adapter, quoi. Donc ouais, faut s'adapter à la course, faut jouer. Et c'est vrai que t'aimes bien aller, du coup, comme dirait ta grande amie, la Pen Cave. Là, tu vas loin dans la caverne, quand même. Après, je vois pas ça forcément comme une Pen Cave, comme appelle Courtenay. Ouais. Mais oui, je sais qu'il y a des moments où j'ai de mal. Mais après, en fait, j'aime ça aussi, quoi. Enfin, la dernière fois que j'étais à l'UTMB avec Jim, c'est sûr qu'à un moment, on est partis tous les deux. Tu te dis, là, on a mis je sais pas combien de minutes à tout le monde dans la descente des Chapieux. Au bout de 40 km de course, tu dis oui, c'est pas forcément la chose la plus intelligente qu'on fasse. Après, on est remonté à fond à la Seigne. Et derrière, on était tous les deux en train de cramper avant de descendre à Courmayeur. Tu te dis, là, effectivement, là, on n'est pas à Courmayeur, on est déjà tous les deux en train de cramper dans la descente. C'est pas très malin. Et c'est là où, après, tu te dis, là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et c'est là où, 2021, il a fallu se remobiliser pour trouver les solutions, les ressources pour retourner à Chamonix, quoi. Mais c'est que sinon, si tu pars à ta petite allure, que tu es sûr d'aller au bout, que tu gères tout, que tu fais tout, c'est moins marrant, quoi. Ouais. Si on te dit, comme ça, dans cette longue et grande carrière que tu as, ton meilleur ou ton moins bon moment, qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit comme ça? Le moins bon moment, je pense que c'était 2011, autour du Mont Blanc, où justement... mais c'était le moins bon moment, mais c'est aussi pas le meilleur moment, mais c'est aussi le moment qui a permis, en fait, derrière, de me rendre compte de ce que je voulais être dans le sport, ou de moi, comment je voulais vivre ce sport-là, quoi. Mais 2011, je pense que j'avais fait l'erreur d'être un petit peu trop focus sur cette course-là, d'être trop perf, de penser un petit peu trop qu'à moi. Et le fait d'abandonner, finalement, ça m'a mis face à moi-même et de dire, en fait, là, t'as rien compris de ce que tu voulais faire, de comment tu voulais le faire. Là, t'as complètement fait fausse route. Et grâce à ça, maintenant, souvent, je me dis, grâce à ça, souviens-toi. Donc, ça me permet de moins m'égarer maintenant et de savoir là où j'ai envie d'aller. Mais ça a été un moment, je pense, le plus dur, quoi, quand j'ai dû arrêter la course, à un moment où j'étais à une place, c'est un moment où j'espérais jamais faire une si bonne place. Donc, ça a été très, très dur sur le coup et les jours d'après. Mais finalement, c'est ça qui m'a peut-être permis la suite de ma carrière, quoi. Ouais, qui t'a permis de rebondir, d'analyser, parce que t'aimes bien tout ça, quand même. Ça, c'est passionnant pour toi, d'analyser tout et de voir comment ton corps fonctionne. Et le meilleur souvenir, il y en a peut-être. Ouais, il y en a. Je pense qu'il y en a trop des meilleurs souvenirs. Après, le meilleur souvenir le plus récent, je sais même pas si ça a été ça, mais c'est plutôt des sensations, en fait. C'est de trouver ce moment dans tes courses, et ça m'est pas arrivé sur beaucoup de courses, ce moment dans tes courses où tu es passé par des états où tu te dis je vais devoir m'arrêter, c'est plus possible, ça va pas. Un moment où en fait tu retrouves une vitesse, une inertie, tu te sens en harmonie avec le terrain, tu as une sorte de flow, quoi. Et où tu as l'impression qu'il peut plus rien t'arriver. Enfin, tu vois, tu sens plus la douleur, elle est repassée, tu as repassé tes courbatures, tu as passé ce stade-là, je me souviens avoir eu sur pas mal de choses.
enfin même plus récemment là sur le Tour des Géants ou même sur le Nolans, tu vois, où en fait au bout de 50 heures tu retrouves des sensations qui sont incroyables. Tu vois, sur le Tour des Géants à la fin c'était assez incroyable, mais bon je l'ai eu sur le Tour du Mont Blanc, je l'ai eu au Grand Raid, surtout sur le John Muir, tu vois, où j'avais ressenti des choses comme ça en 2017. Et voilà, c'est plutôt ces sensations-là où vraiment tu fais corps avec toi, avec le terrain, avec les gens, les autres coureurs. Et d'arriver à ça, ça veut dire que tu as vraiment parfaitement géré ton début de course. C'est plutôt ces sensations-là qui sont liées souvent à des victoires qui sont cool, quoi. Qui sont bien cool. Et du coup, on peut voir un François qui continuerait comme ça dans l'ultra long. Oui, ouais, je pense. Après, Ouais. clairement, tu vis des choses et tu partages surtout des choses avec les autres coureurs, même avec ton entourage, avec ton staff, qui sont encore plus grandes, quoi, je trouve. Enfin, moi, ce que j'aime bien, alors oui, c'est un sport qui est hyper individuel. Tu peux pas faire plus individuel comme sport. Mais par contre, à l'arrivée du Tour des Géants, quand je vois l'état de l'équipe et de l'entourage autour de moi, ou sur le Nolans ou sur le Gérin, en fait, je me dis, là, je suis pas le seul à avoir fait l'aventure, quoi. Et je pense qu'ils ont mis plus de temps à récupérer tout mon staff, mes potes, les caméramans et tout, que moi. Ils étaient encore plus démontés que moi les jours d'après et à l'arrivée de la course. Et ils étaient aussi heureux que moi quand je voyais les yeux, les regards et tout ça. Et puis voilà, c'est pareil, faire un Tour du Mont Blanc, c'est très long. Donc t'as plein de ravitaillements, tu vois plein de fois ta famille. Mais sur un Tour des Géants, c'est 3 jours. Ouais. Je te dis, Il faut être costaud. quand je découvrais les images et que je voyais que pendant que j'étais en train de faire le truc, les enfants ils étaient en train de faire les devoirs. Sur la totalité. Et machin, qu'après ils dorment et machin. Ils sont obligés de s'arrêter sur la route, je les voyais dormir, je les voyais pas savoir comment ils allaient manger, comment ils allaient monter, ils étaient à moitié. Et ouais, tu te dis là, en fait, tout le monde a vécu son aventure à soi. Après, une fois que chacun a trouvé sa place et vit son truc, t'as plus le temps de le vivre. Aujourd'hui, sur un Grand Raid ou un Tour du Mont Blanc, pour l'entourage, c'est plus dur. Enfin, déjà, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de pression, tout ça. Donc, c'est plus dur de vivre ces choses-là. Donc oui, c'est vrai que sur l'ultra, ça apporte encore d'autres choses. Puis, c'est un tel voyage, quoi. Enfin, voilà, faut que tu ailles faire un peu plus. Et ça voir un peu Silvano sur le Tour des Géants, je pense que ça va vraiment te plaire à bloc. Ouais. Oh, je l'ai fait, plusieurs fois. Ouais, mais faut. Je pense que c'est un truc à. C'est quelque chose de fort. C'est encore. Après, sur l'ultra, je dis pas, autour du Mont Blanc, au Grand Raid, on vit des choses qui sont fabuleuses. Il faut pas vouloir brûler les étapes, faut pas tout de suite aller. C'est clair. C'est génial déjà, mais après, d'avoir la chance de temps en temps de vivre un truc sur l'ultra, c'est encore. Enfin, toi, tu connais super bien Silvano, t'en as déjà parlé, mais bien sûr. C'est que pour lui. J'ai beaucoup suivi Antoine, le Jaguar. J'ai fait les ravitaillements de Patrick l'année où il gagne, même si j'ai pas fait la totalité. Ouais, mais je pense Patrick, tu vois, il adore l'ultra et c'est comme moi. Mais il partage un peu mon point de vue sur l'ultra. Faut pas en faire tout le temps. Non. Mais par contre, ce que tu vis sur ça, t'es d'accord avec moi, c'est quand même. Ouais. Et même nous, enfin. Tout, comme tu le dis, tout le staff, tout autour, tu te mets dedans, il y a une fatigue, il y a tout. Je pense que c'est la fatigue qui fait ressortir certaines choses. Exactement, ça exacerbe beaucoup de choses. Mais bon, c'est vrai que toi qui accompagnes du premier au dernier, notamment je vois sur un Grand Raid où c'est encore plus long, finalement la fatigue, elle aide aussi à faire ressortir les émotions à la fin. Bien sûr. Et tu vis... Bien sûr, c'est pour ça que je suis plus souvent en larmes sur la fin. Ouais. Parce que, voilà. T'es moins frais, quoi. Je suis bien moins frais. Un souvenir ensemble ? Ouais, il y en a beaucoup quand même. Ouais. Je sais pas combien de courses t'as commenté où j'étais là, ce serait marrant de compter, mais je pense que t'en as fait un paquet quand même depuis. Ouais, parce que 2006, c'était déjà toi, la CCC ? Ouais, c'était moi. J'aurais pas fait Hong Kong, le Mont Fuji et l'Hard Rock, voilà. Mais pour ta première année autour du Mont Blanc, c'était 2006. Ouais, donc c'est ça. Je démarre en 2006. C'est la même année. La même année, l'année prochaine, 20 ans. Ouais. Donc non, après. Je pense que c'était émotionnellement, il y a 2 ans à la Diagonale, c'était top quand même, quand on l'a vécu. Après, moi, les enfants, ils étaient en âge de se souvenir 2021 à l'UTMB, et c'est assez marrant parce que moi j'étais peut-être plus fatigué, j'ai moins vécu, mais c'est vrai qu'après, je trouvais ça trop cool quand ils t'ont imité pendant 6 mois, à dire il a gagné 1 fois, il a gagné 2 fois, il a gagné 3 fois, il a gagné. Et c'est vrai que je me souviens, Siméon à l'époque, il était pas très grand, il avait 5 ans, et quand tu vois ton petit de 5 ans qui imite Ludo Collet, je trouvais que c'était assez marrant. Mais sur la ligne, j'étais peut-être trop fatigué pour plus le savourer, mais c'est vrai que c'était un bon souvenir aussi. Puis je te voyais pas en fait, enfin, t'entends, tu vois après dans les vidéos, tout ça, mais voilà, je sentais que émotionnellement, je pense qu'en 2021, tu étais heureux de me voir débouler. Mais comme
comme tu es, et d'ailleurs, tu peux passer un petit message perso à Courtenay, hein, mais déjà d'autres lui ont dit, et on aimerait tellement voir Cathy et Courtenay courir ensemble comme on a pu voir François et Kylian en 2017, qui reste, même si moi je suis parti sur une civière après vous deux, parce que les émotions étaient tellement fortes, que c'était tellement fort ce combat des chefs, qui était pour moi, qui est la course historique de qui est la course historique de l'UTMB, cette course de 2017 où on avait les plus forts de la planète et vous êtes rendu coup pour coup et c'était magnifique à vivre et les émotions m'ont fait péter, certes. Mais c'était super fort. Et pas assez de gel. Pas assez de gel, ouais. Ou trop. Mais voilà, on rêverait, nous, de voir maintenant Cathy et Courtenay, qui sont il y a d'autres filles, hein, évidemment, oui. Hein, mais elles sont à un tel niveau. De les voir en combat, comme ça, au côte à côte, ça serait fabuleux. Non, mais c'est qu'il y a plein de filles. Après, c'est juste... Ouais, d'arriver à... C'est vrai que 2017, c'était fabuleux d'arriver à trouver... Enfin, c'est sûr que tout le monde se souvient un petit peu de ce duel avec Kylian, mais pour moi, on a quand même passé toute la nuit avec Jim. Hein, même, aussi, ouais, bien sûr. Même Kylian était décroché derrière Jim hein, pendant un moment. En haut du Grand Col Ferré, j'étais qu'avec Jim. Mais il y avait, je pense, il y avait 10-12 athlètes qui étaient en forme, qui étaient en bonne santé, et qui se sont donnés, qui se sont gérés du début à la fin. Et moi, j'ai trouvé ça encore plus beau que tout ça. C'est qu'à la fin, je me souviens d'une photo, on est 8 ou 10 comme ça à l'arrivée, et en se disant, bon, voilà, on a tout donné, on est tous allés au bout, personne n'a abandonné. Et c'est que depuis, souvent, il y a beaucoup de coureurs qui abandonnent ou qui arrêtent tout ça. Tim Tollefson, qui pour moi, je pensais, serait le premier Américain à gagner l'UTMB. Jim m'a fait mentir. Et puis un Xavier. Xavier qui arrivait derrière alors qu'il n'était pas en grande forme, qu'il avait plein de doutes, et qu'il l'a fait quand même parce que voilà, il était inscrit, il voulait participer, il n'était pas dans les meilleures formes, mais il s'en sort super bien. C'était vraiment fou. Et là, du coup, c'est que cette année, au niveau des filles, je pense qu'effectivement, on a quand même 5-6 filles. Mais voilà, aujourd'hui, c'est de plus en plus dur parce qu'il y a de plus en plus de courses, on leur met de plus en plus la pression, elles veulent tout arriver de plus en plus en forme. Mais en fait, on oublie trop qu'il faut être frais, faut pas se tromper de combat. On l'a encore vu avec la pression autour de la Western States, tu vois, ou à Chianti. Tous les médias sont rivés sur une course qui a lieu au mois de mars, quoi. Tu vois, comment on peut être prêt pour faire de l'ultra-trail au mois de mars, quoi. Et finalement, la Western, c'est aucun des trois de Chianti qui a gagné. Hein. Ouais, c'est tout à fait. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ça qui est... Faut surtout pas se tromper de combat, faut garder la fraîcheur pour qu'on puisse avoir ces beaux matchs-là, tout ça. Mais bon, après, voilà, c'est vrai que Courtenay et Cathy sont très intelligentes, je pense, et savent se préserver. Et on les a d'ailleurs peut-être moins vues que certaines. Oui. Donc ce sera sûrement un très bel UTMB. Bah là, on n'aura pas les deux, mais... Je sais pas. On verra. Ah, t'as peut-être des infos. Non, je sais pas. Je vois. Ok. Mais voilà, en tout cas, je vais, François, te laisser le mot de la fin sur les Potins Trail. Moi, je suis très heureux. Et je sais que mon frère qui est avec moi tout le temps et qui est derrière les caméras aura bu tes paroles pendant tout l'épisode. Et c'est ça. Garde cette liberté de parole. C'était hyper important pour nous dans le milieu, pour tout ce que tu as apporté et tout ce que tu apportes encore. Donc, je suis très, très heureux de te voir fin août, quelle que soit la place en tout cas, et de te voir avec ce beau sourire et plus de blessures. Voilà, ça augure en tout cas de belles aventures. C'est gentil, mais c'est le mot de la fin. Et du coup, je pense que c'est important, et c'est à moi aussi maintenant de te remercier aussi pour ce que tu fais depuis toutes ces années-là. Et de la part, je pense, de tous les athlètes et de pas mal d'organisateurs qui parfois peut-être n'ont pas été très habiles ou ont peut-être reproché certaines choses, tout ça. Mais je pense que toi, tu as tenu tête, tu as conservé tes valeurs, ta liberté, tu as continué de t'exprimer, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord. Et souvent, tu es entre les athlètes et les organisateurs. Et pour nous, c'est important aussi, tu vois. Ça nous permet aussi de passer des fois par toi, de passer les messages ou que des messages soient passés parce que tu sais ce qu'on ressent aussi. Donc voilà, juste, toi, tu me disais, t'es content parce que j'espère qu'on continuera de voir François longtemps courir, longtemps parler. Et moi, j'espère aussi que tu continueras longtemps d'être sur les courses, autour des courses, d'avoir des projets comme là où t'es pas obligé de faire ce genre de projet qui prennent de la fatigue, tout ça, mais ça te permet aussi d'exprimer une certaine
façon, tes idées, tes valeurs. Mais voilà, de continuer de faire comme ça, de faire certaines courses, de te préserver, mais d'être là au bord des sentiers. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'athlètes qui je pense, te doivent beaucoup de choses, qui ont été aussi connus grâce à toi, certaines courses, certains organisateurs. Donc voilà, de continuer comme ça. Et que dans 10 ans, on sera encore ensemble sur des courses comme l'UTMB, mais aussi comme d'autres, quoi. Merci François. Avec plaisir. Merci aux fidèles techniciens pour leur travail, Mathieu Fouéchon pour le logo, Livio Boulanger pour le mixage son, Aurélien Collet pour le montage, et je vous dis à bientôt dans Potin Trail.